Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Et ce soir, nous nous penchons sur la présidentielle au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition, est officiellement candidat. Face à lui, 7 adversaires, dont Alain-Claude Bilibinze, dernier Premier ministre d'Ali Bongo, qui se positionne comme l'homme du changement. L'élection est-elle déjà scellée en faveur d'Oligui Nguema, fort de son emprise sur l'État et sur l'armée? Quels sont les rapports de force en présence? L'opposition a-t-elle une réelle marge de manœuvre? Décryptage et débat. Et ce soir, je suis avec Makalan Ghebla. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Face à vous, Yannick Achille-Fournier, bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes ingénieur financier. Et enfin, nous avons le plaisir d'avoir ce soir Jules Domché, journaliste politique. Bonsoir Soukaina. On va rentrer directement dans le vif du sujet puisque l'élection présidentielle arrive à grands pas. La campagne a été lancée samedi dernier, donc le 29 mars, et l'élection, le scrutin se tiendra le 12 avril prochain. Jules, jusqu'ici, Brice Oligui Nguema s'est présenté comme un homme, lui aussi, avec une réelle volonté de changement, une volonté de rupture avec l'ère Bongo, sur laquelle a gouverné Ali Bongo, qui a gouverné justement le Gabon pendant près de 40 ans, avec son père notamment. Est-ce que on peut vraiment s'attendre à un véritable changement, ou bien c'est une présidentielle jouée d'avance ? Ça va être difficile de dire que l'élection n'est pas un peu jouée d'avance, tellement le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema tient les leviers du pouvoir et a profité aussi de sa transition pour faire les choses. Il faut rester lucide, il a bougé, il a fait bouger les lignes, il est venu avec son style à lui, il met très peu de gants quand il parle. En fait, il a posé des actes qui sont des actes qui peuvent être populaires ou populistes, selon l'angle par lequel on veut voir, qui font en sorte qu'il a une certaine cote de popularité qu'on ne peut pas dénier. Et je ne suis pas sûr qu'en face, les opposants aient vraiment eu le temps de se préparer. Et celui qui apparaît aujourd'hui comme son principal opposant, à savoir l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, est mal placé parce que lui, c'est un produit du système Bongo. Donc, Oligui Nguema Ce qui n'est pas le cas d'Oligui Nguema. Non, je veux dire, Oligui Nguema a été dans le système Bongo, mais il peut se targuer d'avoir celui qui a renversé le système Bongo. Parce que même s'il était du système, lui s'appelle Oligui Nguema, il ne s'appelle pas Bongo. Moi, j'ai suivi Alain-Claude Bilibinze dit, j'ai servi Bongo père, j'ai servi Bongo fils, je ne servirai pas l'aide de camp. Pour dire qu'effectivement qu'il veut. Mais en réalité, c'est que lui, il incarne. Son image est trop liée au Bongo, Alain-Claude Bilibinze. Et c'est pour ça qu'il va avoir de la difficulté à incarner le changement face à Oligui Nguema, qui lui a renversé le système Bongo, même s'il est issu de ce même système. Est-ce qu'il a véritablement, justement, on va s'intéresser à son style, vous l'avez dit, un style sans filtre. Il est arrivé au pouvoir en 2023. Est-ce que, selon vous, Yannick, il a véritablement réussi à faire table rase du passé avec Ali Bongo? On lui reproche quand même de marcher dans les pas de l'ère Bongo, donc Omar Ali. Quel bilan vous faites de sa présidence jusqu'ici, de la transition? Bon, déjà sur le plan des réalisations, bon, il essaie de faire bouger les lignes, mais c'est pas. On peut dire en fait que c'est circonstanciel parce que lorsque vous arrivez, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de manifester un certain changement apparent. Il va de soi que vous allez essayer de faire certaines choses, mais le développement ou le changement profond ne se limite pas à quelques petites paroles, à quelques petites roubitumées. Il est plus conceptuel. Donc déjà, parce que je prends par exemple le cas du Rwanda. Lorsque M. Kagame a voulu changer le Rwanda, il a d'abord dit, OK, la langue, il faut résoudre ce problème. Les colons, il faut résoudre ce problème. L'armée, il faut résoudre. Donc, il y a un certain nombre d'orientations stratégiques qu'il faut adopter lorsqu'on veut faire un vrai changement. Et si on va sur ce plan-là, M. Oligui s'est targué le week-end dernier d'avoir fait 6 visites en France en 2 ans. Il s'est targué d'avoir conservé les bases françaises au Gabon. Il s'est targué, en fait, donc, il n'est pas vraiment dans les leviers du changement, même s'il essaie de faire quelques petites peintures par là, mais on est dans la même chose, mais fait un peu différemment. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, et puis je laissais Makaila, c'est que ce qui s'est passé au Gabon, ce n'était pas un coup d'État révolutionnaire. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans la dynamique de l'AES. C'est un coup d'État
dans la continuité. C'est un changement d'acteur. Beaucoup ont parlé de révolution de palais, parce que derrière cette prise de pouvoir... Il fait partie de la garde rapprochée déjà. Oui, bien entendu, bien sûr, bien entendu. Donc, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait au Gabon ce qu'on a pu avoir hier, une forme de révolution. Le changement dont il est question ici, c'est un changement dans la méthode, dans la manière. Il faut relever que le coup d'État vient aussi du fait qu'Ali Bongo est très affaibli de par sa maladie et que certains caciques du PDG, le Parti démocratique gabonais, ne jugent pas opportun de laisser Sylvia Bongo, l'épouse d'Ali Bongo, et son fils Noureddine gérer le pays. Et je pense que, si vous voulez, il y a un consensus pour dire il faut arrêter ça. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait eu une volonté de changer un régime. Il y a eu une volonté d'éviter que le pouvoir ne bascule. Parce qu'une nouvelle élection d'Ali Bongo à la tête du Gabon voudrait dire qu'on a donné le Gabon à Sylvia Bongo et au fils d'Ali Bongo Noureddine. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce coup d'État intervient. Donc, n'attendons pas ou ne demandons pas à Oligui Nguema ce qu'il n'avait pas prévu de faire ou ce qu'il n'était pas venu faire. Il n'est pas venu à opérer une révolution en créant un système qui existait. Il est venu justement pour régler, si vous voulez, un problème interne. Parce que la plupart des acteurs de ce coup d'État sont des acteurs internes dans la sphère de gestion du pouvoir au Gabon. C'est la petite précision que je voulais apporter. Moi, je pense que c'est une élection sans enjeu et mes co-débatteurs l'ont évoqué tout à l'heure. M. Brice, de même que Alain Bliss, sont issus effectivement du sérail du système gabonais. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, le Gabonais, d'une manière générale, que vous l'avez évoqué dans votre introduction, avait à peu près totalisé 40 ans d'années effectivement de règne de la famille Bongo. Donc, M. Brice, le président Brice, le chef de la junte, a saisi une opportunité historique de souhait d'un changement que les Gabonais aspiraient à un moment donné. Et donc aujourd'hui, effectivement, que ce soit lui, que ce soit son adversaire, ils sont issus, voilà, Alain Claude, ils sont issus effectivement du même sérail. Et donc le peuple gabonais qui revendique à corps et à cri un changement profond, institutionnel profond et structurel profond ne pourra pas bénéficier. Pourquoi? Parce que l'ancien premier ministre est effectivement issu du système. De même que le président Brice est également effectivement a fait tout son parcours militaire grâce effectivement à la famille Bongo. Donc il n'y aura pas un changement notable en ce qui concerne effectivement cette élection qui va avoir lieu le 12 avril. Donc, voilà. Mais je voulais dire, Makaïla, qu'il faut relativiser. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que le fait d'avoir travaillé avec un régime vous enlève la capacité de pouvoir changer les choses ou de pouvoir révolutionner les choses. La réalité, c'est qu'un acteur peut avoir, à un moment T ou à un moment M, travailler dans un régime avec un système et décider d'être celui qui renverse le système et de prendre totalement le contre-pied. On l'a vu avec Macky Sall et Abdoulaye Wade, voilà. On l'a vu dans plusieurs pays, on l'a vu ici en France avec Macron et Hollande. Macron, c'est quand même l'ancien secrétaire général adjoint de la présidence sous Hollande, ancien ministre sous Hollande, mais qui est venu avec un mouvement en marche et qui a tout renversé. Donc, je veux dire que ne faisons pas un procès d'intention tout de suite à Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, à Alain Claude Bédé. Oui, j'ai envie de dire, c'est dans la perception que ça reste un peu pareil. Voilà. Mais rien ne nous prouve qu'une fois élu, parce que j'ai envie de dire, il y a une différence entre être président de la transition et être président de la République, chef de l'État. Peut-être une fois élu, il va nous surprendre. Sait-on jamais. Mais justement, donc le souhait profond du peuple gabonais en général souhaiterait une rupture totale effectivement avec ceux qui ont incarné à un moment donné ou bien qui ont dirigé ces pays pendant une quarantaine et qui peuvent être co-responsables de la situation. Or, aujourd'hui, dans le cas d'espèces et effectivement concernant cette élection présidentielle au Gabon, on dit effectivement c'est une élection sans enjeu. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, qu'on espère qu'effectivement, quand il sera élu, il pourra peut-être apporter des réformes profondes qui pourront peut-être répondre aux attentes de populations gabonaises. Mais pour le jour d'aujourd'hui, jusqu'au 12 avril, nous pensons que le président Brice ne peut pas quand même incarner un véritable changement tel que perçoivent un certain nombre de Gabonais ou bien d'observateurs de la vie politique gabonaise. Sur les conditions déjà de son accession à la présidentielle, du moins celle de candidat, on l'a vu en novembre dernier, la modification de la Constitution, on a le sentiment que ça a été taillé un petit peu sur mesure pour lui. Que dire déjà de cette modification vis-à-vis de sa candidature aujourd'hui, Yannick? Je pense qu'il a essayé de se tailler un costume à sa mesure, parce que la nouvelle Constitution, déjà sur les principes,
Déjà, il avait dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Bon, il s'est buté, il a enlevé la lutherie, il est devenu civil, il se présente. Donc la Constitution aurait pu visser ce côté-là. C'est-à-dire, on aurait pu mettre dans la Constitution qu'il ne faut pas avoir été militaire pendant 5 ans, par exemple. Donc il a évité de mettre toutes ces choses-là qui Ça aurait pu être un acte fort de changement, justement, de ne pas modifier cette Constitution en sa faveur. Pour lui, en fait, c'était un moyen d'aller à la rencontre des Gabonais, de faire un semblant de changement, parce qu'en fin de compte, il s'est taillé juste une constitution à sa mesure. Et ça lui a permis d'aller vers les Gabonais, d'essayer de mettre sur pied une plateforme politique, parce que c'est dans cette démarche-là qu'il a pu aller vers les Gabonais, qu'il a pu mettre sur pied la plateforme politique qu'il porte aujourd'hui. Il faut le rappeler qu'il n'a pas de parti politique. Donc il a aujourd'hui une plateforme. C'est une première d'ailleurs. Tout à fait. Donc il a eu le temps à travers cette démarche-là, démarche constitutionnelle, d'essayer de revoir les choses, d'essayer, bon, au moins on peut mettre son mérite, c'est d'avoir limité les mandats. Encore faudrait-il qu'il le respecte, parce qu'on a vu plusieurs présidents limiter les mandats et au bout du premier, il s'est déjà en train de vouloir le changer. Mais il faut le dire, c'est qu'il y a un écart entre la volonté et la capacité. Il a la volonté, ça on ne peut pas le juger, parce que c'est lui qui sait en fait ce qu'il a au fond du cœur, on ne peut pas être dans son cœur. Par contre, est-ce qu'il en a les moyens? J'en doute fort, parce qu'aujourd'hui le Gabon est plombé par la dette, qui est déjà pratiquement 70% du PIB pour ce qui est de la dette connue. Et il y a la question monétaire. On sait tous que le franc CFA ne finance pas le développement. Il y a la question purement intellectuelle sur l'orientation du pays, c'est-à-dire la francophonie, par exemple, a une manière de réfléchir, de penser, dont l'expérience ou les statistiques nous montrent que ce n'est pas très propice pour le développement. Et là, il n'a pas encore abordé ces sujets-là. Il y a aussi l'épineux problème des contrats, les contrats Léonard qui ont été signés avec des compagnies comme Total, comme tout le reste, qui font que dans l'exploitation pétrolière au Gabon, ce qui revient à l'État, c'est une partie très infime. Or, là où il est parti, je le vois mal ramener les Français sur une table de négociation pour dire, OK, désormais, voilà comment ça va se passer. Et c'est le même piège que d'autres dirigeants sont tombés en Afrique, c'est-à-dire, on a des personnes qui sont arrivées au Sénégal qui ont essayé de dire, OK, on va adopter une approche très amiable, on va essayer de négocier pour la rupture des contrats, et après plus d'1 an, on se rend compte qu'ils n'ont rien négocié sur les contrats. Donc aujourd'hui, l'approche de M. Oligui me fait douter de sa capacité à ramener, par exemple, des Français sur la table de négociation, sur les contrats, que ce soit minier, parce qu'il faut le dire, le Gabon a de l'or, le Gabon a du pétrole, le Gabon a du gaz. Donc aujourd'hui, je le vois mal revenir sur ces questions-là, qui sont pourtant les principaux leviers du développement qu'il peut savoir. Donc, pour la question de la volonté, on ne peut pas le dire, c'est lui qui sait ce qu'il pense, mais par contre, pour la question des moyens, c'est encore à voir. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique, justement? Les moyens n'existent pas par eux-mêmes, on se donne les moyens. C'est à lui de se donner les moyens. Pour être élu, vous avez besoin de vendre un projet. J'ai vu, notamment, puisque Vox Africa suit cette actualité, qu'il essaye de faire beaucoup de choses. Il annonce aussi beaucoup de choses, notamment la construction d'une nouvelle ville, Libreville 2. C'est très beau en 3D, mais il va falloir rendre ça, j'ai envie de dire, palpable. Les moyens, il faut se les donner. Maintenant, est-ce que lui va se donner ses moyens? On attend de voir. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours une différence quand vous arrivez au pouvoir de manière brusque, comme cela a été son cas, et quand vous arrivez à l'issue d'un processus. C'est pour ça qu'on peut aussi noter parfois des contradictions à ce qu'on dit au départ et ce qu'on dit à l'arrivée. Parce que vous pouvez arriver, l'histoire des militaires qui arrivent pour balayer la maison est repartie et qui finalement restent dans la maison nous enseigne justement qu'il y a cette nuance-là. Moi, ce que je pense, c'est que, comme je l'ai vis-à-vis des dirigeants de l'AES, il ne faut pas avoir un jugement de valeur. Avant d'être militaire, on est gabonais. Donc moi, le statut de militaire ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Le fait même qu'il ait enlevé le treillis, je veux dire, c'est une contrainte qu'il s'est donnée lui-même. Donc à un moment donné, pour être cohérent, il était obligé de le faire. C'est seulement anecdotique, ce changement de constitution, par exemple? Oui, pour moi, c'est anecdotique. Il aurait pu rester militaire et diriger le Gabon. Ce que les Gabonais cherchent, c'est leur prospérité, c'est le bien-être. Ce n'est pas le fait que ce soit un civil ou un militaire. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que les pays qui ont le plus bougé dans notre continent et même parfois dans le monde ont été des pays dirigés par des militaires. Donc le fait d'être militaire ne vous enlève pas votre capacité à être un véritable leader ou à pouvoir faire des transformations dans votre pays. Donc ce qui s'est passé pendant cette transition, c'est qu'il était obligé, comme c'est le cas dans toutes les transitions, d'être d'abord dans une phase de séduction.
il fallait séduire à travers le discours et à travers certains actes symboliques. On l'a vu récemment auprès de la jeunesse, où il a proposé une enveloppe de 20 milliards de Bien sûr, c'est de la séduction pure et simple. L'augmentation du SMIC également. Bien entendu, il avait besoin de toutes ces mesures-là pour déjà montrer qu'il veut faire différemment, se faire accepter. Et par la suite, il fallait vendre un nouveau projet aux Gabonais, un nouveau Gabon où il y aurait moins de népotisme. Il a essayé de poser des actes très forts dans ce sens-là, où il y aurait moins de corruption et tout. Mais tout ça reste encore, j'ai envie de dire, très imagé. On est encore dans la phase où on plane. Maintenant, il a pris le risque, parce que c'est un risque, de dire je vais m'engager en tant que chef de l'État, cette fois-là élu. Donc, j'aurai, si je suis élu, la légitimité nécessaire. Et je l'ai entendu dire, parce que c'est aussi ça, quand vous parlez, il faut pouvoir assumer derrière. Je l'ai entendu dire, j'ai 7 ans, si après 7 ans je n'ai rien fait, vous me chassez. Donc, c'est une parole, je suis sûr que les Gabonais l'ont bien enregistré et l'ont mise de côté. Donc, c'est aussi peut-être pour lui une façon de se mettre la pression. Ce qu'il faut dire, c'est que le Gabon, comme la Guinée équatoriale, par exemple, sont des tout petits pays, mais avec des potentiels extraordinaires et qui ne souffrent que d'une seule chose, c'est des problèmes de gestion et de gouvernance. C'est-à-dire qu'un dirigeant dans ce pays-là, s'il arrive à faire ce qu'il faut, le pays peut rapidement être transformé. Parce que si vous voulez, il y a plus de ressources au Gabon que de Gabonais. Donc, ils auraient moins de problèmes s'il n'y avait pas des questions de népotisme, de corruption et tout, à pouvoir donner un standard de vie élevé à leur population que d'autres pays qui font face, par exemple, à des difficultés. On parle, par exemple, du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays qui n'a presque rien, mais qui doit tout au leadership de son président qui essaye, effectivement, dans des conditions extrêmement difficile de mener une réelle politique pour que son pays puisse exister. Donc, je pense que, attendons de voir, moi je reste prudent. Et encore, c'est vrai que tout semble croire qu'il sera élu, mais une élection reste une élection avec ses incertitudes. Oui, par ailleurs, vous parliez de gouvernance. La gouvernance s'accompagne aussi de bonne transparence et on est en période d'élection. On pense évidemment notamment au centre gabonais des élections qui a été accusé parfois de suspicion de fraude aujourd'hui. Le processus électoral, est-ce qu'il peut garantir une véritable transparence? Est-ce que les jeux ne sont pas pipés? Moi, je vais regarder la chose plus sur un angle, je ne sais pas si c'est anthropologique ou bien local. Choisissez parce l'angle que qui est-ce que M. Oligui prend comme modèle? C'est le président Paul Biya du Cameroun, qu'il appelle papa. Donc je pense que s'il doit suivre les pas de son père, on connaît la suite. Donc je le vois mal organiser une élection populaire, tout ça, ça ne va pas arriver. Déjà la posture, la manière dont il se présente, je pense qu'il n'a pas envisagé le plan où il n'est pas président en fait, le président Oligui. Quand on l'entend parler dans ses interviews, il n'y a pas l'option de bon, si je ne suis pas élu, donc il sera élu, il fera en sorte qu'il soit élu comme son modèle. Maintenant, par rapport aux promesses, c'est pareil, c'est-à-dire il dit qu'il va faire un mandat, je doute fort, pour ressembler à qui en fait, en ses marques, si on va dire comme ça, pour ressembler à qui? Président Paul Biya, président Obiang, qui d'autre? Donc on a un président qui est dans un contexte et qui ne se démarque pas du contexte, c'est-à-dire qu'il vient s'inscrire dans le contexte, embrasser le modèle du contexte. Donc là, il a fait tellement d'alliances ou bien d'assujettissement et je me demande si à un moment donné il va pouvoir être capable d'aller contre ça. Parce que lorsque vous voulez aller à droite et que vous embrassez les forces de gauche, à un moment donné, je me demande, mais est-ce que vous aurez encore la lucidité pour vous en tirer? Donc, il est tellement ancré dans la France-Afrique, dans le cocon local où le pouvoir doit être perpétuel. Donc, dans toutes ces choses-là, je le vois mal fait différemment. Donc, il est un peu absorbé par le contexte. Moi, je pense que les auteurs de coups d'État, souvent, ne sont pas prêts à partir du pouvoir. Et ça montre effectivement la réforme constitutionnelle qu'ils avaient adoptée, en novembre 2024. Voilà. Et donc aujourd'hui, les ambitions ou bien les moyens dont vous avez évoqué ici sont quand même légitimes. Il a les moyens de l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous souvenez, c'est qu'il avait utilisé à peu près 20 millions en direction de la jeunesse. Figurez-vous qu'un pays comme le Gabon... 20 milliards. 20 milliards de francs. 20 milliards de francs, voilà. C'est dur notamment en électorat jeune, puisque dans le Gabon, donc les moyens de l'État sont associés effectivement à des moyens effectivement, du président, du candidat lui-même. Et vous savez, figurez-vous, ce qui joue mes co-débatteurs, c'est que le Gabon, au même titre que le Qatar, avait eu la même production du pétrole la même année.
Et quand vous voyez effectivement la gestion désastreuse des années 75 jusqu'au jour, le Qatar et le Gabon sont incomparables en termes de développement, de ressources, mais d'investissement de ces pays. Aujourd'hui, on pense que on ne condamne pas le président Brice d'avoir eu le courage et le mérite de changer effectivement les gestions de l'État et de renverser le pouvoir en place qui incarnait 50 ans effectivement d'une famille qui est à la tête du pouvoir. Aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps qu'il joigne l'acte à la parole. Parce qu'il a dit qu'il va faire 7 ans et partir, c'est vrai. Et comme tu l'as su le dire, c'est que s'il s'inspirait de quelqu'un comme Paul Biya, qui a 42 ans au pouvoir, 43 ans au pouvoir, moi je m'interrogeais, est-ce qu'il ne va pas effectivement aller dans le même sens? Et donc c'est ce que nous, en tant qu'Africains, et surtout tous ici sur ce plateau, appartenant à l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est connue depuis toujours comme étant en fait, un verrou effectivement, de la démocratie, où l'alternance a été quand même une difficulté pour tout le monde. Moi, j'ai envie de dire, moi j'ai une position très différente par rapport à ça. Je dis toujours, il ne faut pas brandir l'alternance comme étant la panacée. C'est un facteur. Non, oui, ça peut être un critère comme ça peut ne pas être. Parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce sont pour moi des gadgets qui nous sont imposés auxquels on s'accroche. Pour moi, je pense que l'enjeu, vous pouvez avoir, non, pour moi c'est des gadgets. Je vous assure, suivez mon raisonnement. Vous pouvez avoir l'alternance dans les pays, mais ça ne change en rien la gestion du pays ou la situation des gens. Il faut savoir que la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de redistribuer les richesses. Vous verrez que, par exemple, dans les pays du Golfe, dont vous parlez tout à l'heure, le Qatar, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie comme vous voulez. Mais est-ce que vous voyez les gens se plaindre et réclamer cela? C'est un mode de société qu'on construit. Le problème en Afrique, moi je ne suis pas favorable à ce qu'Olingi Nguema se retrouve contraint, comme l'avait dit Talon à l'époque, je veux faire un seul mandat. Ce n'est pas ça qui compte. Si vous pouvez montrer que vous êtes un leader soucieux du bien-être de sa population et que vous travaillez pour l'intérêt de cette population et que cette population décide de vous élire autant de fois qu'elle le souhaite, il n'y a aucun problème. J'ai peur que le propos de Gilles heurte un peu nos téléspectateurs parce qu'il appelle effectivement de relever à une alternance. Gilles, je pense que c'était la semaine dernière quand on débattait sur le Sénégal, on a parlé effectivement de la culture d'alternance dans ce pays. Oui, mais la culture d'alternance, non, Makaïla, on se comprend très bien, non. En Afrique centrale, il faut que nous ayons... Non, réclamer, ce qu'il faut réclamer, oui, ce qu'il faut réclamer... Non, au-delà de ça, ce n'est pas une affaire de distinction. Moi, je pense que le débat est davantage philosophique. C'est la même chose avec le débat sur la limitation des mandats. Ce qu'il faut réclamer, ce sont des règles de jeu équitables. Parce qu'en réalité, si le pouvoir souverain appartient au peuple, ça devient antidémocratique de refuser au peuple d'élire quelqu'un qu'il veut sous prétexte qu'il a déjà été président. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai envie de dire, ne perdons pas l'énergie sur des choses qui pour moi sont subsidiaires. La question c'est de savoir, est-ce que le dirigeant actuel fait ce qu'il faut faire pour que son pays se transforme? Je vous ai pris dernièrement l'exemple de l'Allemagne, qui est une démocratie. Vous n'avez pas dit non, mais il n'y a pas de limitation de mandat. Angela Merkel en a fait 4. Elle aurait pu, si peut-être elle avait souhaité continuer à en faire plus. Parce que la question là-bas n'est pas de savoir quel est le nombre de mandats, parce que c'est ça en fait qui plombe l'Afrique. Pourquoi? Est-ce qu'il serait prêt à renoncer au terme de ces 7 ans, si le bilan n'est pas satisfaisant? Est-ce qu'il serait prêt justement à renoncer à son pouvoir? Ça, c'est un autre débat, Soukaina. Et je pense que c'est tout ça qui nous plombe en Afrique. C'est que nous avons copié un modèle qui est une démocratie occidentale, qu'on a voulu greffer. Donc il faut prolonger les mandats jusqu'à temps que le bilan soit satisfaisant. Non, il faut bien qu'on se comprenne. Je ne veux pas qu'on caricature mes propos, parce que c'est quelque chose de très grave. Vous savez, l'une des raisons du retard de l'Afrique, c'est la démocratie. Si vous faites le bilan de la démocratie en Afrique aujourd'hui... on va se laisser... dans des régimes non, pas du tout. On va juste laisser Jules poursuivre son propos et on débattra juste après. Quand je dis c'est la démocratie, c'est cette démocratie occidentale africanisée qui fait que nous croyons en réalité qu'il suffit d'organiser les élections pour dire qu'on est en démocratie, alors qu'en réalité, il s'agit pas d'élection. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le problème. Quand vous regardez ce que cette démocratie nous a apporté en Afrique, comptez le nombre de morts de guerre civile. Quand vous voyez tout l'argent qui est englouti chaque année pour organiser des élections dont on connaît le vainqueur à l'avance, vous vous demandez tout ce qu'on aurait pu faire avec ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au lieu de nous agripper là-dessus, la bataille aujourd'hui
doit être celle des règles du jeu, de telle manière qu'on puisse garantir que celui qui sort ou qui est déclaré vainqueur soit effectivement le choix du peuple. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à ce niveau que ça se joue. Vous pouvez mettre tous les verrous que vous voulez, limitation des mandats, alternance et tout, mais les gens ne respectent pas. Au Cameroun... En l'espèce, par exemple, là, il y a eu 23 dossiers qui ont été déposés, 8 qui ont été retenus. On parlait tout à l'heure de Alain-Claude Bilibinze, qui lui aussi se présente un peu comme un homme de changement. Est-ce que sa candidature, elle est viable? Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait lui aussi être un candidat sérieux face à Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce que, à l'inverse, Brice Clotaire Oligui Nguema serait prêt justement à donner le pouvoir à Alain-Claude Bilibinze? Non, je pense qu'il n'a aucune chance. Déjà, M. Oligui, est-ce qu'il peut céder le pouvoir? Je dis non. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut revenir dans le contexte, c'est que le coup d'État intervient après les élections, l'année 2023, où il y a M. Onde aussi qui semblait avoir gagné. Bon, je ne peux pas dire qu'il a gagné parce qu'il n'a pas été officiellement élu vainqueur. Donc, les sondages disaient en fait qu'il était vainqueur. Et pour pouvoir anticiper cette transition démocratique, c'est où le coup d'État est apparu. Et suite à cela, il disait à ce vainqueur qu'il essaie de prendre une allégorie locale par rapport à la chasse. Il disait ceci, lui, dans son allégorie, il prenait le pouvoir comme une proie et il disait, monsieur Ondo me dit qu'il a vu la proie, mais c'est moi qui l'ai arrêté. Donc lui, derrière dans sa tête, en fait, il perçoit le pouvoir comme une proie. La proie, lorsqu'on la saisit, ce n'est pas pour la relâcher, c'est pour la manger, c'est pour la conserver. Donc déjà, même de façon conceptuelle, il n'est pas dans ce schéma-là. Ça, c'est un. De deux, je reviens sur son modèle. Son modèle, c'est le président Paul Biya. Deux, encore, il n'est pas dans ce schéma-là. Donc, je le vois très mal organiser une élection pour perdre. Ça, c'est d'un. De deux, même si, franchement, je pense qu'il a tout mis en œuvre pour assurer son élection. Moi, je pense que Jules a fait des analyses certainement pertinentes quand il fait un parallèle avec les pays du Golfe qui sont effectivement de culture monarchique. Et donc, si on transpose effectivement la situation des pays du Golfe dans nos États qui sont tout à fait différents, il y a une prédisposition démocratique qui devrait quand même faire prévaloir un espace de liberté civile et politique. Non, la prédisposition vient d'où, Makaila? Il n'y a aucune prédisposition. Parce que je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucune prédisposition. Le gros problème, c'est que nous, les Africains, nous avons accepté de manière moutonnière de suivre des instructions des gens sur comment gérer notre cité. La Chine, aujourd'hui, si vous regardez la Chine du côté occidental, on vous dit que ce n'est pas une démocratie. Mais à mon sens, la Chine, c'est la plus grande démocratie du monde. Il n'y a pas une manière de faire la démocratie. La démocratie en Grande-Bretagne n'est pas la même qu'ici en France, n'est pas la même qu'aux États-Unis. Ce que je dis, je ne suis pas favorable à un pouvoir éternel, contrairement à ce que vous voulez faire quoi. Je veux dire, la question, c'est les règles du jeu. Et le problème de l'Afrique centrale, dont nous venons tous, c'est un problème de socialisation politique. C'est que les populations ont démissionné et ont perdu de vue que c'est elles qui ont le véritable pouvoir. Conséquence logique, on a construit des artifices qu'on vient avec, qu'on appelle élection, qu'on appelle limitation de mandat, avec lesquels on s'amuse. Et comment remobiliser la démission, Jules, la démission. Comment remobiliser? Non, je réponds à Jules. Jules, juste la question de la démission, il y a effectivement un espace rétréci. Je parle de la répression, rétréci, pas la répression, pas la confiscation du pouvoir. Pour remobiliser, effectivement, pour répondre. On peut pas être d'accord. Vous savez, nous sommes ici sur un plateau. On va se laisser la parole parce qu'on ne va pas s'entendre sinon. J'aimerais apporter une précision entre le changement d'homme et le changement de système. Voilà. Donc, on a toujours assisté au changement d'hommes dans le même système. Et c'est pour cela qu'on peut avoir 4-5 présidents et rien ne change. Il y a des présidents de rupture et qui ne peuvent arriver que par des moyens démocratiques. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'alternance, on n'a pas la chance d'avoir une personne éclairée qui arrive au pouvoir. Je prends par exemple l'exemple en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a deux profils. On a le candidat Tidjane Thiam. On a Alassane Ouattara. On a Barbeau. Le président Barbeau, lui, il n'avait pas les outils pour faire ce que M. Ouattara fait en termes de construire des infrastructures, parce que M. Ouattara a des relations qu'il a pu faire jouer, une certaine connaissance, un certain profil international qu'il a pu mobiliser pour construire la Côte d'Ivoire, construire des infrastructures comme on a. Donc, on peut déplorer le fait que l'alternance ait eu lieu de manière avec violence, mais l'alternance a permis d'avoir M. Ouattara. Et si M. Ouattara veut faire le même jeu démocratique, on ne pourra avoir un certain Tidjane Thiam qui a le même profil. Le CV, le même profil. A de quoi continuer
le pays. Donc, je pense qu'il faut associer le changement systémique au changement d'homme. Mais si on dit simplement que la démocratie n'est pas bonne, je pense qu'on a... C'est pas la formule adoptée en fait. Je vous propose de continuer, on doit juste prendre une courte pause, on va prendre une courte pause. Jules, vous aurez la parole juste après, justement. On va réagir sur ce changement d'homme et ce changement de système et sur la remobilisation justement du peuple que vous évoquez. On revient dans un instant sur Vox Live, restez avec nous. Yannick Achilfonnier, vous aviez la parole à l'instant. Jules, vous vouliez réagir sur... Oui, je voulais réagir parce que je ne veux pas qu'on ne comprenne pas bien mes propos. On vous écoute. Quand je dis la démocratie n'est pas la solution, c'est cette démocratie que nous pratiquons. Ce n'est pas la démocratie en tant que... J'ai envie de dire... Ce schéma calqué oui, c'est ce schéma calqué et galvaudé totalement. Aujourd'hui, en Afrique, la fraude se fait avant, pendant et après l'élection. C'est la règle. Vous vous rappelez, nous avons eu un débat ici avec un représentant du RDPC, qui est le parti au pouvoir au Cameroun, où il estimait que son parti gagne parce que l'opposition est incapable de surveiller le vote. Vous voyez que dans son mindset, il a construit que la fraude, c'est la règle. Et que si vous perdez, c'est parce que vous êtes incapable d'empêcher la fraude. Voilà la démocratie dont on parle en Afrique. La démocratie en Afrique aujourd'hui, ce sont des élections où le troisième est déclaré vainqueur, comme on l'a vu dans certains pays en Afrique. Et c'est cette démocratie-là que je dénonce. C'est pour ça que je dis, on va changer de système quand on aura construit un modèle qui est accepté, qui est consensuel à nous, qui n'est pas un modèle gadget. Et cela ne peut se faire que si le peuple, parce que c'est de ça qu'il est question, arrête d'être spectateur. Et quel rôle on doit donner à ce peuple, disait tout à l'heure que le peuple est spectateur parce qu'il y a la répression, parce qu'il y a l'oppression, parce qu'il y a ceci. Et je disais, c'est une excuse et c'est une fuite en avant. D'accord? Pour que la France soit la France d'aujourd'hui, il a fallu la révolution. Parce que les gens ont décidé à un moment donné de se sacrifier pour leurs droits. Le problème avec les Africains, c'est qu'on est trop spectateurs. Il faudrait, comme on l'a vu au Sénégal, qu'à un moment donné, même s'il y a eu des casses, que les gens se mobilisent. Diomaye Faye est devenu président, pourquoi? Parce que les Sénégalais ont décidé que même au péril de leur vie, ils ne permettraient pas à Macky Sall d'avoir un troisième mandat. Donc vous ne pouvez pas être au Tchad, Gabon, au Cameroun, ces citoyens ont l'espace. L'espace, on ne le donnera jamais, Soukaina. Vous ne connaîtrez aucun dirigeant au monde qui va décider d'arranger les conditions pour qu'on le renverse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si vous êtes en train de demander à quelqu'un de scier la branche sur laquelle il est attaché. Je crois qu'il y a un adage très connu par nous autres qui sommes africains, c'est que le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Et même dans nos symboles, quand un chef veut vous faire une transmission, on ne vous demande pas de prendre, on vous demande de l'arracher. C'est pour montrer que la liberté ne s'obtient que par la lutte. Et il faut qu'on l'intègre. C'est pour ça que je disais, quand Yannick disait que le changement systémique ne peut venir que par la démocratie, j'ai envie de dire, mais quelle démocratie? Parce que, laissez-moi vous dire, vous avez pris un très bon exemple, celui de la Côte d'Ivoire, qui va avoir des élections aujourd'hui. Vous avez très bien vu que pendant son magistère, Alassane Ouattara s'est arrangé à travers la révision constitutionnelle. D'abord, il a levé la limitation de l'âge pour pouvoir lui-même être candidat. Il a levé la limitation de mandat. Il s'arrange, mais les gens vous diront que c'est démocratique. Pourquoi? Parce qu'il a fait à l'Assemblée, parce que les députés ont voté. Donc on est dans un système qui est totalement biaisé. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait le courage d'adresser. Moi, ma posture sur ce plateau, c'est de dire, tant que les Africains ne vont pas intégrer que c'est à eux de déterminer le modèle de société qui les convient, on restera des simples marionnettes pour les autres. Pourquoi ils n'ont pas réussi à l'imposer en Chine? À quoi s'attendre alors au Gabon? Au Gabon, on va s'attendre à ce qu'on a presque dit sur le plateau, parce que le Gabon ne fait pas exception. La logique de l'élection gabonaise, c'est la logique de la plupart des élections dans les pays d'Afrique, notamment francophones. Celui qui organise gagne. En fait, je pense que la démocratie, c'est un idéal, en fait. Ce n'est pas un binaire, c'est-à-dire blanc ou noir. La démocratie, c'est un idéal. Donc, tout à l'heure, il prend des cas où on n'applique pas la démocratie. Je peux dire, si on dit, OK, la démocratie, voilà l'idéal à atteindre, et que certains sont à 10%, à 20%, à 30%, à 40%, à 80%, je pense que celui qui est à 10%, comme dans certains pays dont on a cité ici, peuvent pas se réclamer démocrate. Moi, je ne dirais jamais qu'il y a la démocratie au Cameroun. Voilà. Par exemple, parce qu'il n'y a pas un exemple, c'est-à-dire, pour dire qu'il y a démocratie, il faut se baser sur des faits. Et sur des faits, est-ce qu'il y a eu alternance politique au Cameroun? Non. Justement, pas les élections, non. Donc, je ne dirais pas ça. Donc,
La démocratie, on ne va pas le prendre comme un truc binaire où on n'est pas à 100%. Donc, il y a des degrés de démocratie où on va quand même avouer qu'au Cameroun, il y a des droits, il y a plein de choses qui sont liées à la démocratie. Mais la consécration de la démocratie, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans ce cas-là. Dans le Cameroun, on a beaucoup de pays en Afrique. Je voulais juste, Yannick, compléter, parce que ce qu'il disait, lui, il est quand même assez pertinent, certes, mais il évoquait effectivement un cas, il s'inspirait sur le Sénégal. Le Sénégal a une longue culture démocratique. Et tu l'as dit tout à l'heure, que le peuple sénégalais a fait preuve d'une détermination pour que Diomaye Faye, le président, soit candidat et il est devenu président. Or, ce n'est pas le même cas de figure. Donc, du coup, si on transpose le cas du Sénégal en Afrique centrale, on a l'impression qu'en Afrique centrale... Mais est-ce que les Sénégalais ne sont pas des Africains? Ce que les Sénégalais ont fait, les Camerounais peuvent le faire, les Congolais peuvent le faire, les Tchadiens peuvent le faire. Justement, moi, ce que je veux qu'on refuse, c'est que le peuple continue à rester spectateur. Les dictateurs n'existent que parce que le peuple qui est véritablement détenteur du pouvoir, décide d'être spectateur. Ce n'est pas une vue de l'esprit. J'ai envie de dire, ce que je veux dire, Yannick, il faut bien qu'on se comprenne. La clé ici, ce n'est pas qu'on appelle démocratie, monarchie, c'est la question d'avoir un modèle consensuel. Le schéma et le appelez ça comme vous voulez. Je vous dis, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'en France. Mais vous me dites que ce sont des pays démocratiques. En Allemagne, ce n'est pas la même chose. En Espagne, ce n'est pas la même chose. Mais ce sont des pays démocratiques. Ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on a pris cela pour en faire un gadget. C'est un jeu, on s'amuse avec en réalité. Et c'est pour ça que les seuls qui peuvent arrêter ça, c'est le peuple. Qui peuvent justement, et là je suis d'accord avec vous, saisir l'occasion d'une élection pour faire ce qui s'est passé au Sénégal, en se mobilisant, en disant que cette fois-ci, nous, on ne va plus accepter. Mais si le peuple ne se mouille pas, on perd le temps. Parce que si la majorité qui détient le pouvoir décide de rester au gradin pendant que le match se joue, celui qui a organisé est adversaire, est arbitre, est juge, et ça va se passer comme cela s'est passé clairement. Et c'est pour cela qu'on peut nommer des gens présidents au lieu de les élire. Yannick, Jules nous invite effectivement à une mobilisation, à une détermination en Afrique centrale. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que, pour citer les cas, on serait amené depuis la conférence de la Bonne, on serait amené à connaître une alternance, ne serait-ce qu'au Congo, au Tchad, au Cameroun, où aujourd'hui un candidat risquerait de ne pas être retenu. Et donc, ainsi que je suis tout à fait d'accord qu'on copie effectivement l'exemple sénégalais, mais en nous imposant sur le continent africain, et notamment en Afrique centrale, où on n'a pas pensé un seul instant, rêvé avoir l'alternance. Pour revenir sur le cas du Gabon, parce que c'est là où il faut centrer le débat. Donc, sur le cas du Gabon, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Brice va certainement remporter cette élection. Et nous avons tous dit tout à l'heure que dans ces plateaux, que cette élection n'a pas d'enjeu, étant donné que le candidat en lui-même confisque tous les leviers institutionnels du pays et que tant mieux pour lui. Sauf que les Gabonais, comme tu l'as dit, les Gabonais, au même titre que les autres peuples d'Afrique centrale, n'auront pas effectivement le rêve de connaître une alternance réelle. Cette alternance que tu disais. Mais si les Gabonais veulent l'alternance, qu'ils se donnent les moyens. Je dis encore une fois de plus, vous ne pouvez pas être spectateur de votre destin. Par quel mécanisme concrètement pour que les téléspectateurs... Quels que soient les mécanismes, le peuple a tous les mécanismes pour s'exprimer. L'élection en est un. La révolution populaire en est une. Parce que vous parliez tout à l'heure, les transformations qu'on a connues, si on veut faire des cette élection, si on revient dessus, par exemple, on parlait tout à l'heure du centre, j'ai pas le nom exactement, le centre d'élection justement, accusé notamment de fraude. Quand les instances en elles-mêmes ne sont pas irréprochables, quelle place, quel champ d'expression peut avoir la population? Le champ d'expression, c'est que le peuple peut descendre dans la rue. C'est un moyen d'expression. On a beaucoup parlé du printemps arabe. Le printemps arabe, c'était quoi? C'était que les gens, à un moment donné, sont descendus dans la rue. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse croire. Ceux qui tiennent généralement les dictatures ne sont pas nombreux. Quand vous voyez des pays qui sont des pays dictatoriaux, c'est une petite clique. C'est pour cela que quand il y a une conscience populaire, c'est la même chose avec la révolution. La monarchie n'était pas composée des plus nombreux. C'est pour ça que quand la masse sort, personne ne peut l'arrêter. La vérité aujourd'hui, c'est que la majorité reste dans la complaisance, reste dans, j'ai envie de dire, une forme de peur et se plaint après. C'est pour ça que vous me rejoignez quand vous parlez des accusations ou des suspicions. C'est en réalité lié au fait que le système est contrôlé par un certain nombre d'acteurs qui ont taillé les règles sur mesure. Et même quand les règles ne sont pas sur mesure, elles les adaptent pour que ça les arrange. Sauf que ceux qui ont la capacité d'arrêter cet abus refusent de l'arrêter et regardent et se plaignent.
Vous connaissez combien d'élections en Afrique centrale où on n'accuse pas les institutions de fraude, où il y a des cas de fraude avérés. On fraude en mondovision. Et je vous ai dit, les spectateurs regardent. Imaginez par exemple une élection où les gens décident d'aller voter et décident de surveiller leur vote, décident de veiller à ce que dans le bureau de vote où j'ai voté, je veux avoir le résultat. Et qu'il y ait une sorte de synergie. Vous croyez que ce sera la même chose? Non. Mais on comprend que vous appelez justement à la mobilisation, à un éveil. Vous ne pouvez pas faire... Cet éveil, Jules. Soukaina, on ne fait pas de pays sans citoyens. Et on ne fait pas des citoyens sans conscience politique. Tu as raison. Donc, c'est ça l'enjeu. Et je pense que c'est sur ça que les gens comme... Finalement, il y a peut-être un enjeu dans cette... à 12 jours de cette élection présidentielle. Si les Gabonais qui nous écoutent veulent jouer un rôle, qu'ils s'arrangent à ce que le vainqueur de l'élection soit leur choix. La difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le président en sortant, Oligui Nguema, va avec un avantage. Pour la simple et bonne raison qu'il est celui qui a montré aux Gabonais que c'était possible, qu'on pouvait avoir autre chose sans les bongos. Il a eu le temps, en 2 ans, de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, en tant que candidat président, il peut profiter de sa position de président pour faire des annonces, pour poser des actes en pleine campagne. Ça lui donne un atout. Et comme j'ai dit, en face de lui, il n'a pas un profil qui incarne une sorte de révolution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi, je pense qu'il peut gagner cette élection. Je pense qu'il peut gagner cette élection dans les urnes, sans aucun problème, sans avoir besoin de frauder. Je ne pense pas sans avoir besoin de faire recours à la fraude. Je pense qu'il peut gagner parce que le contexte est particulier. Mais j'étais en train de parler de quelque chose de beaucoup plus général. Voilà. Gilles, je voulais juste dire que tout à l'heure, tu évoquais la prise de conscience. La prise de conscience, elle doit être motivée par une société civile organisée. Or, dans ces pays d'Afrique centrale où nous sommes en train d'en parler, on a une société civile qui est affaiblie du fait que effectivement, les moyens sont déterminants. Pour sensibiliser, il vous faut effectivement des campagnes de sensibilisation, il vous faut effectivement des campagnes d'information à la culture démocratique. Or, dans nos États, la plupart d'Afrique centrale, on a du mal effectivement à faire émerger une société civile dynamique comme celle du Sénégal et de l'Afrique. Pourquoi la raison, c'est aussi lié effectivement aux moyens. Non, la raison, c'est que les gens créent des ONG pour aller se vendre au gouvernement. La réalité, c'est quoi, Makaïla? Moi, je veux que les Africains comprennent. Personne ne vous donnera les moyens de votre liberté. C'est à vous de vous donner les moyens de votre liberté. C'est ce que j'allais penser justement, c'est que Jules disait tout à l'heure que la liberté, cette liberté-là, cette liberté de pouvoir aller mobiliser, faire tout ça, là, elle s'arrache. Donc c'est au prix du combat que les Africains auront les dirigeants qu'ils veulent avoir. Et s'ils veulent avoir des dirigeants, ils doivent se mouiller. C'est un peu ce qu'il essaie de dire. Se mouiller, on a des opportunités. C'est-à-dire, par exemple, l'élection est une opportunité. Donc, il faut s'inscrire sur les listes, il faut aller voter, il faut surveiller son vote, il faut surveiller les résultats, il faut y veiller. Sinon, comme on le dit, c'est que ceux qui ont le pouvoir n'ont aucun intérêt à le lâcher. On a des gens, justement, l'exemple du Cameroun, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là, il a 93 ans. Mais tant qu'il est là, il s'en fout. Il est là, même s'il ne fait rien, il s'en fout. Donc, on est dans cette configuration-là. Et lorsqu'on regarde un peu sur le cas du Cameroun et les autres pays, on se rend compte, si vous prenez les pays démocratiques au Cameroun, en Afrique par exemple, dans le monde, les États-Unis, c'est suite à une guerre qu'ils ont créé la démocratie. La France, c'est suite à une révolution. Le Ghana, c'est suite à un coup d'État, Jerry Rawlings. Donc, on se rend compte que dans toutes les démocraties, elles sont arrivées par des moyens de force. Donc, aujourd'hui, en Afrique, les peuples doivent se mettre cela en tête et savoir que la démocratie ne tombera pas du ciel. Et s'ils n'ont pas la démocratie, ils auront toujours les mêmes dirigeants qui ne sont pas capables de changer leur vie, de leur apporter le bien-être et les infrastructures de base. Et finalement, quel que soit... Le cas du Cameroun que tu citais est emblématique, au même titre que le cas du Congo et du Gabon, où l'impossibilité d'une alternance est exprimée dans ces pays-là. Parce que vous n'allez pas me dire tout à l'heure ici que les Camerounais sont désarmés. Non, les Camerounais, dans tous les processus électoraux, on fait recours effectivement à cette mobilisation populaire dans la rue, malgré la répression. Mais ça n'a pas changé effectivement la donne sur place. Donc moi je pense je pense qu'on ne peut pas le dire. Je pense qu'on peut pas le dire. Mais le constat, c'est que l'immobilisme est là. Oui, l'immobilisme est lié au fait que la masse critique suffisante n'a pas été constituée. C'est ça la réalité. Si vous voulez descendre dans la rue, si vous êtes 200, il est évident qu'on vous massacre facilement et qu'on vous mate rapidement. Mais si vous êtes déjà 2000, 3000, 10 000, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose en Tunisie. Si on avait eu 100 personnes dans la rue, il est évident que le président ne serait pas tombé
tombé, hein, on n'aurait pas eu de révolution. En réalité, c'est une question de masse critique. Ce qui s'est passé, c'est que les régimes en place dans ces pays ont développé plusieurs théories pour endormir les populations. La première théorie, c'est jouer d'avance, il n'y a pas d'enjeu. La deuxième théorie, c'est que de toute façon, on sait qu'ils vont tricher et ils vont gagner. Troisième théorie, c'est que l'opposition est désorganisée, sinon pas un candidat unique, ils ne peuvent pas. Donc on a développé tout ça qui sont des inepties et les gens ont absorbé ça pour justifier leur immobilisme, leur résignation, ce qui n'a aucun sens. Tu as parlé tout à l'heure, effectivement, de ces pays qui ont connu ces changements. On peut prendre également les pays de l'AES, où on a connu des changements, comme certains l'appellent, non démocratiques, des coups d'État, qui en réalité, quand on regarde bien, sont des révolutions populaires. Parce que les gens oublient que l'armée vient prendre le pouvoir au Mali à l'issue de plusieurs mois de manifestations intenses et où le pouvoir d'Ibeka est totalement chancelant. Donc, à la limite, au Mali, l'armée a récupéré le pouvoir dans la rue. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la plupart des coups d'État militaires se font quasiment sans effusion de sang. Et pourquoi ils arrivent à résister? Parce qu'il y a une adhésion populaire qui sous-tend effectivement ces coups d'État. Donc, j'ai envie de dire, tant que le peuple ne va pas prendre son destin en main, on perd le temps. On l'entend. Et pour revenir sur le cas du Gabon très rapidement, finalement, quel que soit le vainqueur qui sera désigné à l'issue du scrutin, il y a quand même des défis propres au Gabon. On parlait tout à l'heure de la jeunesse, il y a le problème d'emploi qui essaye d'endiguer justement les Nguema, on revient sur cette enveloppe de 20 milliards. Il y a une économie dépendante au pétrole. Finalement, si vous deviez retenir un enjeu majeur lié au Gabon pour la présidence à venir, qu'est-ce que ça serait? L'enjeu majeur, il est évidemment c'est économique, c'est-à-dire la fin de la politique, c'est le bien-être des populations. Donc, tout, in fine, revient à l'économie, c'est-à-dire parfois les gens s'en fichent de qui est président. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'eau potable, avoir un travail, avoir de quoi se nourrir, donc avoir une certaine sécurité. C'est ça en fait que les gens veulent. On a un exemple de pays en Afrique, par exemple. Je peux revenir par exemple sur le cas du Cameroun. Lorsque vous êtes à Douala, la capitale économique, et à Yaoundé, la capitale politique, le mindset est totalement différent. Parce que dans la capitale politique, les gens pensent que ce n'est qu'à travers des postes administratifs qu'ils peuvent avoir le salut. Or, à Douala, où c'est une capitale économique, les gens sont plus dans le mindset de l'entrepreneuriat. Donc, une fois que les gens ont pu trouver le moyen de satisfaire le besoin, indépendamment des politiques, je pense qu'ils s'en fichent un peu de la politique. Donc, in fine, lorsqu'on est un dirigeant, il faut arriver à faire en sorte que les populations soient à l'aise. Et je pense que vous pourrez faire même 20 ans. Il expliquait tout à l'heure que quand vous mettez les populations à l'aise, elles peuvent vous laisser au pouvoir 20, 30, 40 ans, voire plus. Donc, in fine, au Gabon, c'est ça l'enjeu. C'est est-ce que M. Oligui sera capable d'améliorer le quotidien des Gabonais? Ça reste sur sa table et on verra d'ici quelques années. Moi, je pense que les défis et les enjeux peuvent être liés à la réduction de l'inégalité et de la pauvreté. Il faut aussi la diversification des ressources du pays. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'une des ressources du pays, c'est le pétrole. Et donc, il faut absolument que les autorités actuelles du Gabon essaient de diversifier, effectivement, et de sortir de cette indépendance du pétrole pour en faire que les retombées puissent quand même bénéficier à ces populations gabonaises qui, depuis longtemps, ont été exclues de tout le processus de développement. Et puis l'autre enjeu, c'est également lié à la sécurité dans la sous-région, parce que vous savez très bien, le Gabon, aussi en Afrique centrale, et pas loin, il y a aussi également le Nigeria, le lac Tchad, qui sont effectivement des pays devenus des nids du terrorisme. Donc moi, je pense que la question sécuritaire garantit un peu le développement de ces pays-là. Je vais sortir par là parce qu'on a eu un débat très philosophique sur le mode de gestion de la cité. Et je pense que Yannick disait fort à propos, si les gens acceptent la monarchie, vous savez pourquoi les gens acceptent la monarchie jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que les besoins de base sont réglés. C'est pour ça qu'ils ne se rendent même pas compte. Et c'est pour ça que vous pouvez rester roi, ça ne les dérange pas. Vous verrez que Kadhafi, par exemple, a fait plus de 40 ans au pouvoir en Libye, mais les Libyens avaient l'eau gratuite, ils avaient l'électricité gratuite, ils pouvaient avoir un certain nombre de choses gratuitement. Mais vous verrez que si on arrive dans une situation où la monarchie oppresse le peuple va renverser la monarchie. Ce n'est pas un fait du hasard si le printemps arabe n'est pas arrivé au Maroc.
parce que le Maroc était une monarchie. Parce que le modèle marocain a été construit sur un socle assez solide qui a fait en sorte que ça a pu tanguer partout, sauf au Maroc. Donc c'était pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ne nous arrêtons pas à vouloir faire ce que les autres disent qui est bien. Faisons ce que nous pensons être bien pour nous. Et c'est pour cela que je dis, si les Africains pensent que la solution pour eux, c'est de passer par les élections, alors qu'ils se battent pour qu'on ait des vraies élections, qu'ils ne soient plus complices des élections factices, comme c'est le cas dans la plupart de nos pays. Et pour ça, il faut s'en donner véritablement les moyens. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous voyez, par exemple, en Chine, ils ont fait un système qui est autour du Parti communiste, où on peut changer la tête au niveau du Parti communiste, mais le système reste solide. C'est le modèle chinois, c'est la démocratie à la chinoise qui correspond à eux, leur façon de voir le monde et qui leur a permis de devenir aujourd'hui l'une des plus grandes puissances du monde. Donc nous, les Africains, il faut qu'on prenne conscience de ça et je veux effectivement que tous ceux qui nous écoutent comprennent que c'est une responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas être spectateur et attendre que les autres fassent le travail pour vous. Donc, il y a des élections qui vont arriver dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et République centrafricaine et tout. Si vous pensez que ce qui se passe n'est pas bon, vous avez l'occasion, à travers ces élections-là, de faire changer la donne. Mais vous ne changerez pas si vous faites ce que vous faites depuis 40 ans. C'est-à-dire si vous allez peut-être voter, aller vous coucher chez vous, en sachant que les gens vont rester porter les urnes pour aller trafiquer les résultats, vous décidez d'être acteur et vous décidez de veiller à tout le processus jusqu'à la proclamation des résultats et vous vous imposez si le résultat n'est pas le fruit de la volonté. Le rapport de force, c'est la clé dans toutes les relations. Le message est passé. En tout cas, il reste 12 jours aux Gabonais avant d'élire leur président. On suivra évidemment de très près l'issue de ce scrutin. Et je vous propose également, pour compléter ce débat qu'on a eu aujourd'hui, de suivre en replay une émission que l'on avait déjà faite, Afrique, quelle démocratie, quel visage donner à la démocratie, pour poursuivre et compléter ce débat. Merci beaucoup, Jules Domché, d'avoir été avec nous. Makaël Ngebla, merci également. Et Yannick Achille-Fournier, merci d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Chaque planète a sa propre guerre.